Dans cette présentation, nous allons aborder une étude récente qui vise à identifier les propriétés anti-agressives des larmes féminines. Chez certains mammifères, les larmes sont un chimiosignal. Les molécules constitutives des larmes sont captées par le système olfactif, ce qui influe sur le comportement des individus et leurs interactions mutuelles. Chez le rat, on a pu observer que les larmes diminuaient le comportement agressif des individus. Cependant, chez l'homme, si le lien entre larmes et comportement n'est pas clairement défini, on sait cependant qu'elles peuvent abaisser le niveau de testostérone. La baisse de testostérone étant liée à une baisse de l'agressivité chez l'homme, on peut se demander si, comme chez le rat, les larmes modulent le comportement agressif. C'est donc sur cette combinaison d'observations que se base cette étude. L'étude est construite sur 3 expérimentations qui étudient l'effet des larmes à des échelles différentes. Tout d'abord, une étude comportementale qui servira à démontrer le lien entre les larmes et la baisse de l'agressivité, en quelque sorte la réponse de l'organisme à ce signal. Une deuxième expérience pour identifier les récepteurs olfactifs liés au système et au réseau de l'agressivité. Et enfin, une dernière expérience qui portera sur l'intégration des stimuli et la réponse donnée par le cerveau. L'expérience 2 et 3 portent sur l'effet direct des larmes sur l'organisme. Chacune de ces expériences nécessite un matériel de base, qui sont des larmes de femmes. Elles sont récoltées en suivant scrupuleusement un protocole défini à l'avance, selon les besoins de l'étude, afin d'éviter les biais. Ce sera aussi le cas pour toutes les autres démarches expérimentales. Pour la récolte, il a fallu identifier des donneuses aptes à pleurer facilement. Elles ont participé à des dons quotidiens sur une durée de 15 jours. En parallèle de leurs dons, elles ont rempli un questionnaire donnant des informations sur leur état physiologique au moment du prélèvement. Chaque donneuse était sous contraceptif afin d'éviter toute interférence de l'ovulation. La récolte se faisant sur les joues des participantes à l'aide d'une fiole, on s'est assuré de l'absence de cosmétiques qui pourraient polluer l'échantillon. Avant la récolte, on a fait couler une solution saline sur les joues pour récupérer tout ce qui peut s'y être déposé. Elle est récoltée de la même façon que les larmes et sert de contrôle. Dans cette première expérience, 31 hommes ont été choisis. Il convient de préciser que les expérimentateurs étaient toutes des femmes, conformément aux précautions nécessaires au bon déroulement de l'expérience. À savoir, éviter que la réponse aux chimiosignaux soit faussée par le contexte environnant. Chaque étape de l'expérience est mise en place de façon à ne pas altérer les résultats. Les individus testés ont été placés dans une salle en acier inoxydable sans odeur 2 jours d'affilée. Cette expérience se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, chacun a dû effectuer 13 reniflements, 3 étant une solution saline à blanc, probablement comme témoin négatif, puis les 10 autres étant les échantillons récoltés précédemment. Ici, un stimulus correspond à un bocal de 1 ml de la solution testée. Les reniflements se font à intervalles de 35 secondes. Les participants doivent alors évaluer l'intensité de l'odeur, si elle est plus ou moins agréable ou s'ils la reconnaissent. Cette étape nous permet de déterminer le rapport des participants à cette odeur et probablement pour identifier des facteurs extérieurs pouvant interférer comme la mémoire, des capacités olfactives différentes et d'autres. Dans un deuxième temps, on veut mesurer la réponse agressive sous l'influence de l'odeur des stimulus. Un tampon avec 100 microlitres de stimulus a été accolé sous la narine des participants pour une exposition continue. Avec ce tampon sous le nez, ils sont soumis à un jeu, avec enjeu ici symbolisé par des gains monétaires. Ils jouent face à un adversaire fictif présenté comme un vrai adversaire. À chaque tour, on peut ou voler son adversaire ou bien gagner de l'argent selon une pression sur une des 2 balles mises dans les mains du cobaye ou sur les 2 en même temps. Le joueur peut voir ses gains baisser, qu'il interprète alors comme un vol. Dans cette étude, un vol correspond à une provocation. Il a alors 2 solutions, soit voler son adversaire à son tour sans recevoir aucune somme, donc par pure vengeance, ce qui est interprété comme un comportement agressif, soit une action destinée à nuire à un autre individu, ou bien laisser couler et continuer d'augmenter ses gains. L'agressivité est finalement mesurée par le rapport entre le nombre de réponses agressives et le nombre de provocations. Pour préciser les résultats, un nouveau questionnaire est à remplir sur le ressenti des participants après leur partie, dont des questions sur leur adversaire. On a vérifié la capacité de réflexion des participants pour vérifier qu'elle soit normale et non pas altérée par une pathologie X ou Y comme l'autisme. Comme résultat de la première étape, aucune différence significative n'a été observée dans le ressenti des participants entre les odeurs des solutions recueillies et de solutions salines pures. Il n'y a donc pas de reconnaissance des odeurs. Pour la partie sur l'agressivité, on voit une influence nette des larmes. Sur le graphe, la pente droite représente des valeurs seuil à partir desquelles on peut faire un comparatif. On lit graphique sur les 2 axes.
Si les valeurs sont au-dessus de la droite et tendent vers le haut, alors elles penchent sur l'axe des larmes et donc les agressions sont plus importantes en présence de larmes. A l'inverse, si elles sont en dessous et tendent vers la droite du graphique, alors elles penchent vers l'axe de la solution saline et donc les agressions sont plus importantes dans cette condition, ce qui implique un taux d'agression plus faible avec les larmes. En conclusion, on observe que le nombre d'agressions est supérieur avec la solution saline. Cela signifie que les larmes ont bien entraîné une baisse de l'agressivité. Maintenant que les modifications comportementales sont établies, il faut identifier la façon dont l'organisme perçoit les larmes. Pour cela, on a supposé que la réception est olfactive, et donc des analyses ont été faites sur les récepteurs imbriqués dans la muqueuse olfactive. Dans cette deuxième expérience, on fait une culture cellulaire en milieu minimum avec ajout de sérum de veau fœtal à 10%, d'antibiotiques à une température de 37 degrés avec une humidité saturante et 5% de CO2. Toutes ces conditions répondent aux paramètres primordiaux pour une survie et une prolifération des cellules dans notre culture, en apportant les nutriments, l'hydratation et la température nécessaires. Les cellules choisies sont des cellules ANA3A. Ce sont des cellules exprimant les récepteurs olfactifs des mammifères. Dans les cellules de cette expérience, 62 récepteurs ont été exprimés. Couplées avec un plasmide contenant une luciférase, elles permettent d'identifier les récepteurs activés par les molécules odorantes testées. Une luminescence accrue sera alors signe d'un récepteur activé. Après identification des récepteurs activés, on peut également moduler la concentration des odeurs et ainsi faire des rapports réponse-concentration. En fait, la luciférase appelée Firefly est activée par un promoteur inductible à l'AMP cyclique, qui est le substrat libéré lors de l'activation du récepteur par l'odeur. Les activations des récepteurs par les stimuli ont été suivies en temps réel et ont permis d'observer 21 récepteurs activés spécifiquement par les larmes et non par la solution saline. Après les tests dose-réponse, ce nombre descend à 4, appelés respectivement OR2J2, OR11H6, OR5A1 et OR2AG2. Les larmes dont l'odeur n'était pourtant pas perceptible dans la première expérience activent pourtant bien des récepteurs olfactifs. Maintenant que l'on sait que les larmes ont un impact sur le comportement et déclenchent une réponse chez l'homme par l'intermédiaire de son système olfactif, la prochaine étape est de connaître précisément les processus cérébraux associés. Avec un échantillon de 33 hommes sains, il a été reproduit la première expérience, mais dans une installation pour IRM. Les tests ont été réduits à 10 reniflements sans les témoins, et 150 microlitres ont été déposés sur le tampon au lieu de 100. La provocation est faite uniquement au moment de la réponse pour que celle-ci soit bien coordonnée et ne pas fausser les résultats avec des différences d'activité motrice. Les expérimentations ont duré 2 heures par jour. Donc, cette IRM a permis de visualiser les aires cérébrales sur lesquelles les larmes exercent une influence. D'abord, les provocations ont bien activé les régions liées à l'agressivité, comme les gyrifrontaux, donc un individu provoqué est bien susceptible d'être agressif. Avec l'effet des larmes, il n'a pas pu être observé de hausse d'activité, mais uniquement de réduction, ce qui était conforme aux résultats attendus. Ces observations signifient donc que les larmes ont un effet inhibiteur de l'activité cérébrale liée à l'agressivité. Dans un deuxième temps, ce sont les connectivités entre les régions de l'agressivité et le reste du cerveau qui ont été étudiées. Ainsi, il a été démontré des corrélations structurelles entre des régions impliquées dans l'olfaction et d'autres dans l'agressivité telles que le cortex insulaire gauche avec le pôle temporal droit, étendu dans l'amygdale droite et le cortex piriforme. On a pu déterminer un lien de proportionnalité entre la différence d'agressivité et la connectivité entre ces réseaux. La baisse d'agressivité étant d'autant plus grande que la connexion est élevée, principalement entre le cortex insulaire et l'amygdale droite. Finalement, on a pu conclure de cette expérience que les larmes exercent à la fois un rôle de connecteur entre l'agressivité et l'olfaction et un rôle d'inhibiteur de l'agressivité en réponse à une provocation. L'individu est alors plus sensible aux odeurs même si elles sont perçues inconsciemment et l'individu est plus calme. Si on rassemble toutes les informations obtenues avec les expérimentations de cette étude, on a pu démontrer une certaine influence des larmes féminines dans le comportement agressif des hommes. Les molécules de signalisation contenues dans les larmes sont captées par 4 récepteurs du système olfactif, ce qui connecte le système de l'olfaction à celui de l'agressivité, mettant l'information dans un cadre idéal de chevauchement entre les réseaux lui permettant d'exercer une action inhibitrice sur l'agressivité. Cette baisse d'agressivité a été évaluée à pas moins de 43%, faisant des larmes un mécanisme de défense à part entière aux agressions. Beaucoup de critiques sont à apporter à cette étude, dont la plupart sont reconnues par l'équipe de chercheurs elle-même. Dans les motivations même de l'étude, celle-ci est basée sur un postulat qui n'est pas clairement et rigoureusement décrit, à savoir l'influence comportementale de la testostérone. Concernant les expériences, des larmes de femmes ont été testées sur des hommes par raisonnement sur le lien entre l'agressivité et la testostérone.
Mais on aurait aussi pu imaginer l'inverse, ou bien des larmes d'hommes sur d'autres hommes, ou bien des larmes de femmes sur d'autres femmes. Cependant, on pourrait imaginer une explication anthropologique. Les femmes étant biologiquement plus faibles que les hommes, les larmes pourraient être interprétées comme un mécanisme de défense intra-espèce. La baisse d'agressivité a été mesurée à 43%, mais les conditions dans lesquelles elles ont été faites n'étaient pas très réalistes, ne prenant pas en compte les paramètres environnementaux ou relationnels des individus dans leur cadre de vie commun. C'est donc une statistique à prendre avec des pincettes. Enfin, sachant l'effet préétabli des larmes sur la testostérone, on aurait imaginé que les larmes établiraient une connexion et une activation de l'hypothalamus, puisque la structure est le centre névralgique de la médiation et du contrôle hormonal de l'organisme. Or, ça n'a pas été le cas. D'un point de vue sociétal, ce phénomène est considéré comme peu significatif dans les interactions entre hommes et femmes. Pour conclure, on peut dire que l'étude était bien élaborée, présentant un raisonnement clair et facile à suivre, et l'article récapitulatif était succinct, mais plutôt complet, bien qu'il n'ait pas mentionné une des 3 expériences. De plus, le titre ne clarifie pas nécessairement les limites de la conclusion et du contenu de l'étude.